Mais tout de suite, c'est l'heure de notre sonneur. C'est l'heure du sonneur. Et je dis bonjour à mes deux chouchous, Alexandre Langlois et Régis Castelnau. Bonjour à vous. Bonjour Clémence. Bonjour Clément. Régis, vous avez une image toute figée, mais j'ai l'impression que ça ne correspond pas à la réalité. Ah bon? Oui, vous ne bougez pas dans l'image, mais en tout cas, on vous entend. Oui, c'est bizarre Ah, parce ça y est, que moi, on elle voit. a l'air Oui. de fonctionner. Et je vous entends un petit peu de loin, je qu'est-ce qui sais se pas si passe c'est là? moi. Ah ouais. Bon. En attendant, je vais mais présenter. En attendant, je rappelle qui vous êtes, hein, parce que personne ne vous connaît. Alexandre Langlois, ancien policier, auteur de L'ennemi de l'intérieur, dérive et dysfonctionnement de la police nationale, édition Talma. Essayez la démocratie au bal basket de la Macronie, édition Talma, et évidemment chroniqueur et journaliste Toxin. Nous sommes également avec Régis de Castelnau, vous l'aurez compris, chers amis, avocat à la cour, auteur du blog Vue du droit, auteur du livre Une justice politique. On va encore parler de cette justice politique aujourd'hui aux éditions L'Artilleur. Alors, est-ce qu'on a récupéré Régis? Pas vraiment, non, je crois. Alors attendez, j'ai un petit souci avec. Est-ce que là, ça va aller? Alors, il y a un petit. C'est de étrange nouveau parce que fluide ou pas? le réseau est pas très fluide. On va peut-être prendre le son par téléphone, non? Qu'en pense mon réalisateur? Je sais pas si on va vous récupérer. Là, j'ai l'impression que c'est bizarre parce que d'habitude, vous avez une connexion Non, parfaite. attendez, je vais changer. Oui, écoutez, on va commencer à présenter les sujets et puis on va vous récupérer quand ce sera possible. Essayez quand même d'écouter parce que c'est rigolo. On va parler de Donald Trump, de Davos, etc. Alors, c'est parti. Premier sujet, évidemment, Davos. Le forum de Davos qui a ouvert ses portes le 19 janvier. Il y a eu pas mal de discours, dont évidemment ceux de Donald Trump, qui est arrivé en grande pompe mercredi, je le rappelle, donc hier, avec la plus grande délégation, 250 personnes à sa suite. Donald Trump qui a, passé un peu tout le monde au bazooka, le globalisme. Emmanuel Macron en a pris pour son grade également. Je propose qu'on commence par regarder le premier discours, là, un extrait du discours de Donald Trump. On y va. Si je n'avais pas été impliqué dans mon premier mandat, la guerre avec l'Ukraine est un exemple. Nous sommes à des milliers de kilomètres de distance, séparés par un océan gigantesque. C'est une guerre qui n'aurait jamais dû commencer. Si l'élection présidentielle des États-Unis en 2020 n'avait pas été truquée, c'était une élection truquée. Tout le monde le sait. Et ils l'ont découvert. Les gens seront bientôt poursuivis pour ce qu'ils ont fait. C'est probablement une breaking news. C'était une élection truquée. On ne peut pas avoir d'élection truquée. Il faut des frontières, des élections fortes et également une bonne presse. Je le dis toujours. Des frontières fortes, des élections fortes, des élections libres et équitables et des médias justes. Les médias, c'est très biaisé. C'est terrible. Alors, gros discours de Donald Trump. Il a dit beaucoup de choses, on va revenir sur les différentes annonces, mais Alexandre Langlois, c'est vous qui avez choisi cet extrait en particulier. Il vous touchait sur les élections truquées. Hein. Les élections truquées, oui, surtout qu'en plus en France, ils veulent nous mettre des votes numériques, des votes, tout ce qu'on veut. Donc les trucages, on a vu ce que ça pouvait donner à l'étranger, parce que c'est des pics de vote un petit peu bizarres, ce qui s'est passé aux États-Unis. Mais ils veulent utiliser les mêmes méthodes qui ne marchent pas pour la transparence des votes en France, c'est-à-dire, même on a pu voir pour les procurations, ils ont facilité récemment avec les procurations électroniques, ce qui veut dire qu'on va avoir plein de gens dans les EHPAD qui vont pouvoir voter de façon magnifique, sans vraiment de contrôle. Alors, on a parlé hier, donc je rajoute un élément, avec Maître Durand. Les téléprocurations, c'est un décret qui est passé discrètement en novembre, passé par le gouvernement, et qui en plus est appuyé par des associations qui sont, comme par hasard, portées par des macronistes, enfin des amis d'Emmanuel Macron, des associations pour aider les gens à passer par cette téléprocuration. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, à partir du moment où on voit tous les problèmes de cybersécurité en ce moment, sur le fait que ces téléprocurations soient bien contrôlées et en plus avec un vrai contrôle d'identité. Et derrière, c'est ce qu'on avait reçu aussi dans Berkoff sur le livre, un hacker, du coup, oui. À Saxe, on lui a posé la question, là, des élections électroniques, tout ça, il dit, ça c'est la porte ouverte à toutes les fraudes possibles. Personne aujourd'hui ne peut garantir une sécurité du vote électronique, des machines à vote, etc. Donc, en fait, on est sur ce sujet-là, on voit que ça ne marche pas aux États-Unis, Donald Trump revient dessus, donc c'est très bien, il y aura une enquête et on va pouvoir avoir plus d'éléments. Mais du coup, ce qui m'inquiète, c'est plutôt en France, on veut faire exactement la même chose,
chose, sachant que c'est la porte ouverte à la fraude de manipuler les élections et qu'on sait que quelqu'un qui dirige le pays aujourd'hui a plutôt entre 10 et 15% d'opinion favorable, du coup, qu'est-ce qui va se passer pour les élections? On va se retrouver avec des élections où on nous dit attention, il y a des gens qui trichent, mais je reprends toujours cette phrase magnifique. Poutine a été élu avec plus de 90%, enfin je donne un chiffre à la louche, mais on dit voilà, est-ce que c'est vraiment pas du bourrage d'urne, tout ça? Et en France, on a quelqu'un qui est avec 15%, on dit c'est la démocratie. Donc du coup, qu'est-ce qui est le pire? Moi je pense que les deux, il y a un problème démocratique dans les deux cas. Donc comment on va y résoudre? Et là, du coup, Donald Trump met un coup de pied dans la fourmilière et j'aimerais bien que ça serve en France pour nos défenseurs de les libertés, pour pas qu'elles soient à géométrie variable. Alors, Régis, concernant juste je disais, Donald Trump a dit beaucoup de choses à Davos, on va aller sur d'autres éléments également, mais je ne sais pas si vous avez entendu cet extrait, donc on passait pendant que vous régliez vos petits problèmes techniques, où on entend Donald Trump annoncer que le monde verra bientôt des gens arrêtés et poursuivis pour avoir volé l'élection de 2020, et puis il parle donc d'élections biaisées et de médias biaisés, il dit qu'il faut des élections fortes et des médias non biaisés. Et il revient sur la guerre en Ukraine en disant tout ça n'aurait pas eu lieu si ces élections n'avaient pas été biaisées. Est-ce que vous avez un mot à dire sur ces élections truquées et ce que Donald Trump appelle un breaking news? Il a raison. Alors, il a raison de dire que l'élection de 2020 a été truquée. Elle a été truquée. Moi, j'ai suivi ça dès le début. Je me rappelle que ça a été une de mes spécialités professionnelles, que le droit électoral français, bien évidemment. J'ai fait beaucoup de procédures, d'annulations, etc. Et j'ai constaté un certain nombre de choses en 2020. Je vous rappelle que c'était le Covid, hein. Donc, il y a eu énormément, ça a été le support de la fraude, énormément de votes par correspondance, mais de folie. Et puis, je veux dire, il y a eu tout un tas de manipulations, dont certaines ont été condamnées par les tribunaux. Et simplement, l'élection de 2024 a démontré, et les spécialistes des statistiques électorales vous diront, que le score de 2024 a démontré que le score de 2020 était impossible. Ah oui. Était impossible. Et oui, il y a des questions de répartition, des questions d'évolution, etc. Donc, elles ont bien été truquées massivement, ces élections, en 2020. Le problème, c'est qu'il est gentil, Donald Trump, enfin gentil, c'est pas le bon terme, non. Mais oui, il y aura des gens arrêtés, ceci, cela, etc. Oui, comme dans l'affaire Epstein, comme dans le complot dont il a été l'objet d'ailleurs, hein, sur le complot soi-disant de l'influence russe de l'élection de 2016, etc. Tout ça, ce sont des rodomontades. Moi, j'y crois pas trop. Ce que je sais simplement, c'est que jusqu'à présent, les seuls qui ont été arrêtés sont ceux qui ont dénoncé cette fraude, plus les manifestants du 6 janvier, que les grâces sont parcimonieuses et ils ont été condamnés parce que effectivement il y a eu de la part des démocrates tout le raisonnement consistant à dire contester une élection, c'est remettre en cause la démocratie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on criminalise la possibilité de saisir le juge ou la volonté de saisir le juge pour qu'il contrôle. Parce que le contrôle des élections, ça existe et ça doit être fait. Et ça doit être fait a posteriori par le juge. Et non pas, comme en Roumanie, en interrompant le processus sans en avoir la compétence, comme a fait la Cour suprême roumaine. Alors, ça, c'était ma première observation. Ma deuxième observation, évidemment, le système Macron est en train de préparer un coup d'État pour 2027. Tout ça, c'est dans les tuyaux. On a les candidats qui vont bien. J'ai entendu Sofia Chikirou parler de la procédure contre elle, mais c'est délirant, hein. Comment est-ce que c'est une simple citation directe du parquet pour une soi-disant escroquerie totalement bidon? Il y a aussi les téléprocurations. J'en parlais avec Alexandre Langlois et puis nous, on en parlait dans la matinale hier avec un avocat qui a alerté sur le sujet. Un décret qui est passé très discrètement pour mettre en place ces téléprocurations en France, hein, qui sont très très peu surveillés, où il n'y aurait pas de contrôle de la carte d'identité, etc. Donc ça pose quand même beaucoup de questions. Mais attendez, ils vont nous réinstaller le vote par correspondance qui a justement été supprimé il y a très longtemps parce que c'était le support de la fraude, comme aux États-Unis. Donc, alors là, j'ai pris l'exemple des procédures pénales qui permettent de disqualifier les candidats. Tiens, notre pari tient toujours, hein, Clémence, à propos du sort futur de Marine Le Pen. Pourquoi vous trouvez que ça évolue là? Bon, on va en reparler après. Oui, je pense que je reste sur ma position. Elle sera confirmée, sauf astuce invraisemblable et dont je verrai pas très bien l'objectif. Surtout que Bardella, il est vraiment dans les clous, hein.
Il est vraiment dans les clous. En revanche, là, je pourrais peut-être infléchir mon jugement, c'est-à-dire qu'il donne tellement de gages en permanence. Il n'est pas à Davos, tiens, ça c'est une surprise. Il avait été à Bilderberg. Je crois que voilà. Bon, je termine sur cette préparation. Ils vont nous changer, effectivement, au prétexte de la numérisation, ils vont nous changer le système qui est le plus sûr. Les machines à voter, tout ça, c'est bien joli, mais tout ça est tout à fait susceptible d'être manipulé. La fraude peut s'installer tranquillement par ceux qui maîtrisent le processus. Les élections, c'est très simple. On fait un bureau de vote. Il y a des représentants de toutes les parties concernées, c'est-à-dire les candidats. C'est organisé par la commune, sous la présidence du maire. Il y a des urnes transparentes. On met des petites enveloppes dans des petits papiers, comme au 19e siècle. Et à la fin de la journée, hop, on compte. Alors, on peut bourrer, il y a des manipulations. J'en ai connu un certain nombre. Mais c'est quand même le système le plus sûr. Et ensuite, il y a un contrôle du juge avec une jurisprudence très établie qui, s'il y a des écarts faibles et qu'il y a non pas nécessairement des fraudes, mais en tout cas des irrégularités constatées, il annule. Donc voilà, ce système-là, il faut pas y toucher. Faut pas y toucher. Il n'est pas parfait, mais au moins, il garantit, à mon avis, la sincérité du scrutin. Tous ceux qui veulent y toucher, c'est pour truquer. C'est tout. D'ailleurs, je précise que donc l'avocat qui a lancé l'alerte sur le sujet qu'on a reçu hier sur cette téléprocuration a demandé une modification de ce décret en demandant au moins qu'il y ait des enveloppes différentes pour les téléprocurations et pour les votes, on va dire, classiques, traditionnels, afin de pouvoir réaliser, parce que pour le moment, c'est pas le cas, et savoir quel est le vote qui a été fait par téléprocuration et comme ça, voir si éventuellement, après coup, il y a énormément de votes pour un tel parti, on pourrait considérer qu'il y a peut-être eu bourrage des urnes électroniques. Mais pour le moment, on ne peut même pas distinguer le vote physique du vote par téléprocuration, d'après ce qu'il expliquait. Donc voilà, vous voyez, beaucoup de questions. Alors, on continue sur le forum de Davos, parce que je crois que c'était quand même à suivre un peu de loin, c'était assez amusant, notamment la passe d'armes entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Et Donald Trump qui s'en est pris à Emmanuel Macron, notamment sur ses lunettes de soleil et sur son œil rouge, son fameux œil rouge. On va en parler, les amis, après. Je propose d'abord d'écouter Donald Trump et puis après, on va aller regarder Emmanuel Macron et ses lunettes, évidemment. C'est le clou du spectacle. On va se demander à quoi ça servait tout ça. Allez, d'abord, le discours de Donald Trump qui se moque des lunettes d'Emmanuel Macron. Because presidents allowed them to get away with it, it became very tough. So when I called up Alors quand j'ai appelé Emmanuel Macron, je l'ai regardé hier avec ses magnifiques lunettes de soleil. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Voilà, ça c'était pour la petite phrase de Donald Trump à l'égard des lunettes de soleil d'Emmanuel Macron. Puis on va aller regarder ses lunettes avant de commenter tout ça. Et en plus, on a choisi exprès, Régis, un extrait d'Emmanuel Macron avec ses lunettes à Davos ce jour, mais qui parle de la Chine. Comme ça, on fait double jeu, vous pourrez réagir sur la Chine aussi. Écoutons Emmanuel Macron et ses magnifiques lunettes de soleil, comme dit Donald Trump. China is welcome, but what we need La Chine est is more Chinese foreign direct nous avons besoin, investment c'est in Europe. davantage d'investissements directs à l'étranger, chinois, en Europe, dans des secteurs clés, pour servir notre croissance, des transferts de technologies, et pas seulement des exportations vers l'Europe de services et de produits qui ne respectent pas toujours les mêmes normes que l'Europe et sont beaucoup plus subventionnés que ceux que nous produisons en Europe. Alors, je ne sais pas si si c'est possible de nous mettre l'image juste d'Emmanuel Macron avec ses lunettes pour qu'on puisse le commenter, l'image, ou alors un arrêt sur image. Je demande ça à mon réalisateur, c'était pas prévu. Mais allons d'abord sur les yeux et le système des lunettes avant d'aller sur la moquerie et sur le fond, si vous voulez bien. Comment vous interprétez, je vais peut-être commencer par vous, Régis, l'œil rouge éventuellement, et surtout la réponse avec les lunettes, sachant qu'Emmanuel Macron a dit j'ai pas le choix, vous devrez me supporter comme ça, je dois porter des lunettes. Alors pourquoi des lunettes bleutées, teintées bleutées, où il se prend pour Harrison Ford, c'est une autre question. Allez-y, Régis. Du Macron chimiquement pur, quoi. Oui, il a un problème. On l'a vu sans lunettes, il a un problème d'yeux. Moi, bienvenue au club. J'ai eu pas mal de soucis avec mes yeux.
Donc, il a une conjonctivite virale, pas virale, je sais pas, peu Ça importe. vous fait un point Oui. commun avec Emmanuel Macron, quand même, c'est beau ça. Oh oui, ça me fait un point commun avec Emmanuel Macron. Vous avez entièrement raison, mais enfin, on doit être assez nombreux à avoir ce point commun, malheureusement, pour ceux qui l'ont. Non, simplement, c'est dit Macron parce que oui, il doit porter des lunettes noires, c'est mieux, c'est probablement une prescription médicale, mais enfin, celle qu'il choisit, mais c'est grotesque, quoi. C'est ridicule. Le kéké qui arrive. Alors, ça fait un peu oublier. Non, ça fait pas oublier d'ailleurs, mais on passe à une séquence suivante de ridicule. Quand on revoit, puisque c'est ressorti maintenant, une séquence où il s'enregistre devant les journalistes, c'est Zelensky qui le fait remarquer. Je sais pas si on a bien noté, hein, Zelensky, il est en train de parler à Donald Trump qui ne sait pas quelle est la situation. Il a convoqué les journalistes, Macron, hein, et il dit voilà, je suis avec Starmer, je suis avec. Alors pardon, juste, on va peut-être donner un tout petit peu plus de contexte. Ce sont des images exclusives de France Télé. Qui passe un documentaire sur Emmanuel Macron, les coulisses, machin, de la diplomatie. Et en effet, on voit ces extraits-là où Emmanuel Macron appelle Donald Trump. Est-ce que je peux vous rappeler? Là, on est en réunion. Puis après, on le voit le rappeler. Ils sont tous là et ils commencent à appeler, à parler avec Donald Trump, Emmanuel Macron, avec son téléphone posé sur la table. Et puis, en effet, là, c'est ce que vous disiez, je vous laisse reprendre la parole. Oui. Volodymyr Zelensky qui se sent obligé de préciser, oui, alors il n'y a pas que nous, hein, il y a aussi une dizaine de journalistes, il y en a partout dans la salle. Non, mais c'est fou, quoi. C'est-à-dire que l'autre qui est le piano beat, comme l'appellent les méchants, hein, c'est lui qui vient rappeler ce garçon à des convenances. Enfin, c'est invraisemblable. Oui. Même, je dirais, même si c'est pas des entretiens diplomatiques de plus haut niveau, on fait pas ça même avec quelqu'un de sa famille. Enfin, voyons, sans le prévenir, on met le haut-parleur et on lui dit pas qu'il y a dans la pièce. Eh ben non, il le fait et c'est Zelensky qui vient un peu à son secours, hein, parce que lui, je veux dire, c'est un simple problème de bonne éducation. Ce type est insupportable. Alors là, merci. Clémence, on a l'accent, quoi. On a l'accent. Ah, oui. But alors, you are French, Emmanuel Macron. C'est horrible. Non, mais on va continuer après sur cet accent, le fâcheux qu'on va écouter après. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je dis pas que j'ai un meilleur accent que lui, hein, mais là, on se demande ce qui est étudié, ce qui ne l'est pas, Franchement, j'aimerais bien comprendre ce qui se passe entre les lunettes et l'accent appuyé français. Ou alors, tu parles français, c'est peut-être mieux. Hein, oui, c'est un peu de dignité pour le pays que tu es censé représenter. J'allais dire que tu représentes. Non, tu l'as jamais représenté. Ces séquences sont à chaque fois horribles et humiliantes pour nous. On se dit, et là je vais parler de la Chine, on se dit, mais attendez, et je le sais, il suffit d'aller se balader un petit peu, merci Internet, hein, que ce type est ridicule à l'échelle du monde. En Asie, par exemple, et vous savez, le pire, c'est l'histoire de la descente de l'avion arrivé à Hanoï, et quand il a pris une claque, pour les Asiatiques, ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ce type? Bon, alors justement, j'arrive à la Chine. We want the China is venir investing beaucoup chez nous. Non, oui. Mais, mais le même qui disait qu'il fallait pas de la Chine quelques mois plus tôt, vous voyez. Donc oui, mais ça, personne ne l'a écouté à ce moment-là, personne ne l'écoutera à ce moment-là. C'est un coup. Les Chinois, ils travaillent pas comme ça. Ils le prennent pas une seconde au sérieux. Hein. Qui le prend au sérieux? Donald Trump l'humilie en direct, au forum de Davos. Oui, alors, tous les micros. Vous m'avez interpellé sur la Chine. Je pense que c'est un événement. Il dit, il faut que la Chine vienne investir chez nous, sans blague. Alors, en revanche, le Premier ministre canadien, lui, il y a été. Et il a fait des annonces importantes. Il y a des changements de direction et les Américains effectivement vont être embêtés, puis ils vont réagir. Mais ça, c'est la géostratégie mondiale. Emmanuel Macron joue pas dans cette cour. Et Régis, avant de me tourner vers Alexandre, j'ai une petite question parce que je trouve qu'il y a 2 fois où Donald Trump a parlé de beautiful quelque chose chez Emmanuel Macron. C'était beautiful sunglasses et beautiful wife. Est-ce que vous croyez qu'il y a un lien? À chaque fois, est-ce qu'au fond, il n'y aurait pas un peu de moquerie à chaque fois? Mais il y a de la moquerie. Donald Trump est un farceur. Il est là, c'est un battleur. Enfin, je veux dire, tout ça n'est pas sérieux.
Hein, vous vouliez qu'on parle de Davos, je sais pas si c'est le moment maintenant, mais Si, qu'est-ce que c'est que cette foire, quoi? C'est terminé, Davos. Au début des années 70 et surtout après les années 90, c'était le forum de la mondialisation heureuse, Oui. de l'empire à gagner. C'est fini. Bah là, on a entendu un secrétaire d'État américain annoncer que c'était fini, en effet. C'est terminé. Larry Fink Fink qui a remplacé l'autre, le précédent, là, le néo-nazi allemand, qui voulait un Reich de Milan. Larry Fink, il dit on va changer. Où est-ce qu'on va aller? On va peut-être aller chez Milei en Argentine ou peut-être je sais pas en Inde. On va voir. Attends, c'est pas sûr que ça amuse les Indiens de recevoir. Enfin, on verra bien. Mais c'est une farce. C'est une farce. Et d'ailleurs, je pense que Madame Brigitte Macron, née Trogneux, a dû effectivement préparer Monsieur à lunettes pour qu'il vienne jouer sa petite comédie dans cette farce. Alors, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on a eu la séquence dont on a parlé. On a eu cette séquence où Macron se ridiculise au plan diplomatique dans son coup de fil avec Trump, hein, et tout le monde était gêné dans les médias, tout le monde regardait un peu ses chaussures. Et là, il a fait un discours grotesque, ridicule. Hein, on se croit dans la grande vadrouille, but alors you are French, et avec ses lunettes noires, et tout le monde de s'aplatir. Ah, c'est brillant, il a été formidable, puis il défend la France contre l'Amérique, etc. Mais il va se coucher. Ouais. D'abord, Trump dit une chose très importante. Dans mon équipe, figurez-vous. Je vais pas balancer, mais... Sauf coup d'État. Moi, je prévois le coup d'État. Je n'ai pas dit qu'il allait réussir. Hein. Celui de 2017 a réussi, sauf coup d'État. De toute façon, il ne va pas rester au pouvoir. Hein. Le coup d'État, c'est pour mettre une marionnette qu'il pourrait manipuler. Mais dans un an, au revoir. Donc, qu'est-ce qu'il vient nous raconter là? Vous savez, des gens qui ne peuvent pas se représenter, tous, moi je me rappelle de François Mitterrand, qui était malade en plus, je me rappelle de Jacques Chirac, ils ont eu une dignité de fin de mandat que ce type est incapable d'avoir. Non, c'est à chaque fois, ce sont des séquences, je le répète, humiliantes pour nous. Alors, on va revenir sur le dans un an au revoir. Certains me demandent d'aller dans les textes de Macron et on va aller notamment sur celui où il préfère la science au complotisme, for sure. Mais quand même, Alexandre Langlois, sur les discours de Trump, évidemment, les personnes seront arrêtées poursuivies pour avoir volé l'élection. Et sur Trump, sur les magnifiques lunettes de soleil d'Emmanuel Macron. Effectivement, Emmanuel Macron, Trump se moque très clairement d'Emmanuel Macron. Voilà, c'est un petit jeu entre les deux. Maintenant, tout le monde se moque. On est dans de la poétique spectacle. Je crois qu'on est vraiment là, à ce niveau-là. C'est des gens qui dirigent des puissances nucléaires. Donc ça, c'est plus inquiétant. Ouais. Après, sur les lunettes, incroyable ces lunettes. À un moment, on parlait donc de la Chine avec la cécité stratégique d'Emmanuel Macron. Parce que c'était le 7 décembre. Il disait, la Chine, on va leur mettre des droits de douane incroyables pour rééquilibrer la balance commerciale. Et là, en plus, très courageusement à l'époque, il avait fait le voyage en Chine le 6 décembre. Il revient, il dit à la presse française, je suis le plus fort. Le 7 décembre, le lendemain, quand il est plus face aux Chinois. Enfin voilà, un mec très courageux. Là, du coup, maintenant, c'est les investisseurs chinois. Il va jouer les Américains contre les Chinois, comme il fait ça. Enfin, il pense être super fort. Donc, les lunettes noires, peut-être, cécité stratégique. Elles sont pas noires, elles sont bleutées. Bleues, bientôt la canne blanche, éventuellement. Peut-être une illustration de l'aveuglement international d'Emmanuel Macron. Sinon, deuxième chose aussi, écoutez, il y a peut-être, effectivement, on en a reparlé. Pourquoi ces petits œils? Donc, peut-être une conjonctivite, peut-être des choses très graves. Ah, mais il y a vous avez une autre idée? Il y a des possibilités. Je rappelle, effectivement, il peut se faire taper par Brigitte, comme on l'a vu à Hanoï, donc peut-être faut le camoufler. Et enfin, dernière chose, faut le protéger et cacher les choses. Et dernière chose, effectivement, quand on consomme trop de substances illicites, ça peut exploser les vaisseaux sanguins et arriver à cette chose-là. Mais sur les yeux, vous croyez? Sur les yeux, oui, tout à fait. Sur les yeux. Enfin, moi, je le dis, j'ai juste regardé les articles de scientifiques dessus. Donc, on va revenir dessus. Donc voilà, au final, Emmanuel Macron me fait penser, je remercie Aude Lancelin qui l'a publié sur les réseaux sociaux, Pinochet, 1973, OSS 117, au Chili. Voilà. Donc, il a vraiment le look, on pense à Top Gun, tout ça, voilà. Bon, par contre, la seule chose... Top Gun, oui, c'est sûr. Ouais. Et la seule chose positive de cette séquence, c'est pour le lunetier français dans le Jura qui vend ses lunettes, Henri Julien, qui a fait un carton plein. Donc, au moins, il a servi à quelque chose, Emmanuel Macron, pour l'industrie française, pour une fois. Oui, pour une fois, carton plein pour le fabricant de lunettes françaises. Donc, ça, c'était pour... Voilà, un effet indirect intéressant. Vous avez raison de le souligner. Alors, on parlait tout à l'heure des fuites, enfin, d'Emmanuel Macron qui se met en scène avec ses échanges diplomatiques. Et ça a continué cet échange et on va dire ces échanges un peu qui fuitent. C'est côté Trump, cette fois-ci, a fait fuiter les SMS de Macron sur le Groenland. On va regarder ces images-là.
dans quelques instants et on va pouvoir voilà. Alors ça c'est Emmanuel Macron qui écrit à Donald Trump. My friend. Donc, mon ami, nous sommes totalement en ligne sur la Syrie. On peut faire de belles choses en Iran. Je ne comprends pas ce que vous faites au Groenland. Laissez-moi essayer de construire quelque chose de bien. On pourrait faire un G7 ensemble après Davos. Venez chez nous, je vous invite. Je vous le fais en cours. Et puis, on pourrait avoir un dîner ensemble à Paris avant que vous ne repartiez aux États-Unis. Emmanuel, voilà. Donc, la fuite, évidemment, organisée par Donald Trump de ces SMS d'Emmanuel Macron, c'est comme une réponse finalement à l'autre fuite. Est-ce que c'est fait exprès d'ailleurs, une fuite d'un côté et une fuite de l'autre? Avec la réponse d'Emmanuel Macron, je n'irai pas parce que Emmanuel Macron ne restera pas très longtemps. Ce n'est pas utile dans un an. Au revoir, c'est pour reprendre votre expression, Régis. Écoutons cet extrait de Donald Trump. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que vous allez vous rendre à la réunion d'urgence du G7, comme l'a proposé le président Macron à Paris? Non, je n'irai pas. Parce que vous savez, Emmanuel n'y sera pas. Il ne restera pas très longtemps, pardon. C'est un ami à moi, c'est quelqu'un de gentil. J'aime bien Macron. Mais il ne va pas rester encore très longtemps. Et je pense qu'il faut des réunions avec des personnes qui sont directement impliquées. C'est terrible. Hein. Là, c'est vraiment... il l'achève. Alexandre Langlois, peut-être, pour changer d'ordre. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il est conscient que, comme a dit Régis, il y a des présidents qui sont en fin de mandat, surtout deuxième mandat, qui ont un peu de dignité. Macron n'en a aucune. Il se refait tacler par Donald Trump. Après, la publication des SMS, c'est pas une fuite, c'est carrément Donald Trump qui l'a publié sur son compte, sur son réseau social. Donc là, on est sur ça. C'est-à-dire qu'il a même pas, lui, il se cache même pas derrière les journalistes et une mise en scène. Il l'assume lui-même, la mise en scène. Donc après, malheureusement, c'est que ce niveau de diplomatie internationale, c'est aussi bien Macron que Donald Trump, tout ça. En fait, normalement, il y a des moments feutrés où on peut échanger. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Tout le monde échange tout dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Et ça me fait penser que j'ai oublié de rebondir sur une chose sur le discours de Macron, oui, parce qu'il parle en anglais tout le temps. Je rappelle que la langue diplomatique du monde, normalement, c'est le français. Donc, et nous avons un président français qui joue contre le français, parce que quand il y a eu le renouvellement de la francophonie, il a milité contre les Québécois, les Belges et toutes les autres nations francophones pour mettre à la tête de la francophonie une personne du Rwanda, pays qui a supprimé la langue française de ses langues officielles pour laisser que l'anglais. Donc, ça laisse un niveau de montrer de défense de notre langue et de notre culture à notre président international. Voilà, donc diplomatiquement zéro, langue utilisée zéro, et après ça permet des moqueries dans tous les sens. Et aujourd'hui, finalement, ce qui est le plus rigolo dans cette séquence, c'est les gens qui font des détournements par IA où on rigole de tout ça, mais ça nous coûte une fortune quand même. Hein. Oui, ça c'est certain. Alors, Régis. Écoutez, le Donald Trump, il publie ses SMS. C'est, à mon avis, une réponse du berger à la bergère. Oui. Mais il est pas le seul à le faire. Cette façon d'opérer d'Emmanuel Macron, il y a eu le précédent de la discussion avec Vladimir Poutine, discussion qui n'a abouti à rien. Ça, c'était une discussion diplomatique et qui a été suivie par une guerre et qu'il a publié quelques mois après avec ces deux imbéciles de conseillères qui faisaient des pouces comme ça parce que l'autre balançait des punchlines. Horrible séquence. Mais c'était un peu devenu une pratique chez les kékés. Hein. On a Trudeau, moi je me rappelle, c'était une conférence qui avait lieu en Asie, alors je me rappelle plus, hein, et il a une réunion avec Xi Jinping. Les rapports du Canada et de la Chine étaient un peu compliqués parce que le Canada avait gardé à la demande des États-Unis en otage pendant longtemps, hein, 3 ans je crois, la fille du dirigeant de Huawei. Hein, qui a ensuite été libéré. Et naturellement, en sortant de la réunion, Trudeau, la catastrophe politique ambulante, est sorti et a commencé à raconter la teneur de la discussion. Ça n'a pas été long. Hein. Xi l'a fait convoquer devant les caméras et lui a dit « c'est la dernière fois que vous me faites ça, ce ne sont pas des comportements. » Il s'est pris une toise, mon vieux. Je me rappelle, il a regardé ses chaussures, il a rougi, puis après il a démissionné. Pas à cause de ça, hein, parce qu'il était tellement nul. Donc le problème, c'est que moi, la mise en scène par Trump, oui, c'est un battleur. C'est un battleur, mais d'une autre envergure que le nôtre, hein, malheureusement. Et donc, cette publication, il peut tout à fait dire, mais attendez,
C'est lui qui agit de cette façon-là. Alors, il a aussi une stratégie, et parce qu'on parle des SMS de Macron ridicule, on va faire un G7, on va inviter les Syriens, qu'est-ce qu'ils vont venir faire là pour le Groenland? Explique-moi. Oui, puis pardon, mais juste, est-ce que c'est le protocole? Est-ce que ça marche comme ça par SMS avec un mauvais anglais, Enfin, c'est un anglais de très bas de gamme. Normalement, il y a des formules, ça passe par des diplomates, il y a une première invitation un peu officielle, enfin un peu protocolaire. Là, c'est un peu n'importe quoi, mais de toute façon, on a vu qu'il allait faire ça. Oui. Mais c'est du Macron tout pur, c'est grotesque. Il avait pris un camouflet, mais naturellement, tous les médias mainstream l'ont oublié. Quand il avait dit « Ah, moi, je serais bien invité au sommet des BRICS en Afrique du Sud ». Il y a Lavrov qui a dit, mais écoutez, qu'est-ce que c'est que ces méthodes-là? Puis il interpelle comme ça. Non, il y a des voies diplomatiques. Alors, il a supprimé le corps diplomatique, ce qui lui permet de mettre des copains analphabètes en matière diplomatique à des postes importants. C'est à Monsieur Barrault. Non, c'est n'importe quoi. Et alors, on a le niveau avec Emmanuel Macron, donc vous savez, un des grands dirigeants de la coalition des Chihuahuas, avec Starmer et avec Merz, qui, après avoir dit on va avoir en Allemagne l'armée la plus puissante d'Europe et tout, et on l'appellera la Wehrmacht. Oups, pardon, non, il n'a pas été jusque-là, mais c'était pas loin. Et là, il a dit non, attendez, les Russes, ils sont en Europe, il faut qu'on parle avec eux. Je pense que tout ça a été négocié avec les Américains, parce que les Allemands ont envie de prendre la direction de l'Europe, qu'ils ont déjà d'ailleurs. Donc, mais il faut lire le SMS de Mark Rutte, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est l'ancien Premier ministre néerlandais et qui est désormais secrétaire général de l'OTAN. Mais c'est incroyable. Il a été publié par Donald Trump, mais j'ai un léchage de cette envergure dans des rapports des dirigeants du monde. J'ai jamais vu ça. Et l'OTAN, c'est pas rien. Vous vous rendez compte? Mais c'est vraiment cet effondrement dont finalement Davos nous donne un très bel exemple. Cet effondrement de l'Occident prend des formes que vraiment, même encore il y a 6 mois, on n'aurait pas soupçonné. Alexandre. Voilà, moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Là, moi, j'ai dit sur le sujet, mais effectivement, on arrive au bout du bout. Voilà. Malheureusement, des puissances nucléaires qui sont en train. Et puis, si, pour l'armée allemande qui est très forte, il y avait le petit côté, ils sont partis au Groenland le 16 janvier, le 17, déclaration, le 18, ils reviennent. Donc, l'armée la plus puissante du monde. Voilà, c'est dommage, parce que c'était quasiment 50%. Ils étaient 20 sur place. 13. En comptant les pingouins. Non, mais je comptais les autres. Parce qu'il y avait 15 Français, 2 Suédois, 3 Norvégiens, Britanniques, on ne sait même pas si. On était 50, il y a 150 sur la base américaine. Et ils ont dit non, c'est pas du tout pour ça, et c'est parce que c'était pour lutter contre la Chine et les Russes, et puis finalement on est rentré à la niche comme prévu. Oui, c'est ça. Donc voilà, donc non, mais je veux dire, on est à la blague. Il y avait un général ici qui était venu sur l'antenne de Talk Show, je sais plus dans quelle émission, qui avait dit voilà, une armée européenne, on a vu ce que ça donnait en Bosnie, c'était nul, on est incapable de se coordonner, donc du coup pas mieux. Donc à partir de là, il faut jouer dans sa cour et arrêter ces petits discours dans la fiction d'Emmanuel Macron, j'allais dire. À un moment, malheureusement, à force d'avoir des courtisans, des gens qui lui cirent les pompes, ils pensent que c'est peut-être la vérité, quoi, et la réalité, alors qu'on ne vit pas dans la même réalité, malheureusement. Alors, on l'a d'ailleurs. Clémence, une toute petite seconde sur quelque chose. On a parlé des SMS, etc. La lettre de Trump adressé aux dirigeants de la Norvège. Vous savez que le comité Nobel, c'est un comité norvégien, mais qui est indépendant. Et donc, il leur dit, comme vous n'avez pas, vous les Norvégiens, m'avez pas donné le prix Nobel alors que le méritait, que j'ai arrêté 8 guerres, allez vous faire foutre. C'est extraordinaire. On se dit, mais où on est, quoi. Ouais. Alors, on a le SMS de Mark Rutte, justement, qui avait été révélé par Donald Trump. Donc, on va le regarder à l'image. On y va. Alors, si on peut l'agrandir un peu pour que je puisse le lire. Cher Monsieur Trump, cher Monsieur le Président, cher Donald, ce que vous avez fait en Syrie aujourd'hui est tout à fait incroyable. Je vais utiliser mes engagements médiatiques à Davos pour mettre en lumière votre travail ici, à Gaza et en Ukraine. Je vais tenter de trouver un chemin pour une solution, on va dire, pour le Groenland. Je ne peux pas attendre de vous voir. Je suis impatient de vous voir. Yours, Mark. Voilà. Donc, en effet, on est amoureux de Donald Trump là. Voilà, c'est. Daddy, il l'appelle Daddy.
Dadi. Voilà, et heureusement, les Syriens viennent à Davos parce que c'est devenu des gens respectables. C'est c'est des terroristes inclusifs maintenant. Oui, Voilà, donc tout va bien. tout à fait. Tout va bien. Tant qu'ils c'est sont bon. inclusifs, tout va bien. Allez, un dernier extrait d'Emmanuel Macron à Davos qui préfère la science au complotisme. C'est juste pour se moquer lui sur l'accent for sure, chers amis. Ne vous inquiétez pas. On va pas l'entendre bien longtemps, mais il faut entendre cet accent pour réaliser ce qui s'est passé, ce que le monde entier a vu quand même. On y va, Emmanuel Macron qui préfère la science au complotisme, évidemment. C'est quand même la règle numéro 1. But we do prefer respect to bullies. On We do préfère le prefer respect à science to l'émotion. plotism. On And préfère we la do science au prefer rule of complotisme. law to brutality. On préfère le droit à la brutalité. A place where rule of law and predictability Nous avons un is droit où still le, the rule of the game. où le droit et la And my prévisibilité guess sont toujours la règle du jeu. Is that it is largely underpriced by the Mais mon market. sentiment, c'est que Having cette a situation place est like largement Europe, which sous-estimée par les sometimes marchés. is too slow, Avec for un sure, territoire comme l'Europe qui est certes and needs parfois to be beaucoup trop lent reformed, for sure, pour être certain, but which et qui est is prévisible, predictable, loyal, c'est sûr, loyal. et où la règle du jeu est le And droit. where you know that the rule of the game is just the rule of law, it's a good place. C'est le bon endroit. For sure. Bon. Régis, une petite remarque sur... French, it is big moustache. Bon, les jeunes n'ont peut-être pas cette référence, mais je vous conseille ce chef-d'œuvre absolu qui est La Grande Vadrouille. Mais non, voilà, c'est ridicule, quoi. C'est même plus que ridicule, quoi. C'est tellement gênant. Parce qu'en plus, il pourrait faire un effort, mais on voit bien qu'il bloque quand même sur... Mais là, attendez, parce que moi j'ai quand même une vraie question, c'est qu'il a quand même parlé déjà mieux anglais que ça. Là on a l'impression qu'on a régressé. Encore une fois, je ne critique pas l'accent français quand on parle anglais, parce que moi-même j'assume complètement, et je pense que, bon, au lieu de faire un faux accent, autant assumer son accent français, mais lui, il pourrait parler français, tout simplement, ce serait peut-être plus honorable, utiliser des traducteurs, il y en a un paquet là-bas, et valoriser la langue française. Là, il joue à ça, c'est un jeu. Hein, non, mais Clémence, oui. Il joue, je sais pas jusqu'où, mais c'est un ensemble. Les lunettes, la gestuelle, le body language, comme on dit en anglais, justement, sans l'accent, c'est sa mise en scène. Il doit se regarder ensuite le soir, hein, et maman doit lui dire ça c'était pas mal, mais là t'aurais peut-être dû. Oui, mais là, maman lui a dit de faire comme ça, non? Peut-être qu'ils lui ont dit fais justement La Grande Vadrouille. Oui. Non, mais OSS, après, elle est professeure, elle va lui mettre une note. Hein? Ah mais oui, quel jeu a-t-il dû jouer? C'est ça, je ne comprends pas, moi. Parce qu'on sait qu'il est dans le jeu, mais quel jeu fallait-il qu'il joue? Je comprends pas. C'est le jeu du nombril de ce monsieur, c'est tout. Il n'y en a pas d'autre. On pourra, les historiens auront une lecture de ces 10 ans où on verra tout au travers de cette dimension de psychopathique. Cet homme est un psychopathe, c'est tout que je voulais que je vous dise. J'ai des gens dans le chat qui disent c'est mémère, pas maman. Alexandre, alors qu'est-ce qu'elle a dit mémère là, pour qu'on arrive à un tel résultat? C'était quoi l'objectif? 30 ans déjà pour arriver là, de cours de théâtre personnalisés. Ah ouais, c'est quand même dommage que le résultat soit aussi pitoyable. Ensuite, voilà, on peut constater donc qu'il parle en français ou en anglais, il est tout aussi énervant à écouter. Donc ça, c'est quand même une constatation. Et après c'est le discours, moi, qui me gêne plus. Il a dit, il faut qu'on fasse confiance à la science, il faut qu'on batte contre le complotisme. Magnifique. Alors, quelques petits rappels historiques et surtout sur les buts de deux choses. La science, normalement, doit chercher ce qui est vrai. Voilà. La politique doit chercher ce qui est juste. Et c'est pas la même chose, en fait. Les buts sont pas les mêmes et des fois, certains peuvent prendre des libertés avec la vérité parce qu'ils ont des buts politiques différents. Ensuite, il y a un régime qui avait fusionné les deux, le politique et la science. Et c'est le Troisième Reich, malheureusement. Oui, j'étais sûr que mais on le remet à chaque fois parce que du coup, on arrive à des dérives totalitaires incroyables et qui permettent de contrôler la population. Et on dit, au nom de la science, il y a ça argument d'autorité, alors que la science, elle n'a pas dit ça. Elle a dit, on est en train de chercher et après, on met en vase clos. D'ailleurs, c'est ce qu'on a pu voir pendant la crise Covid, où les gens ont menti à la pelle pour justement manipuler
manipuler la population. Ça a été reconnu par la suite parce qu'effectivement, la science, c'était, je ne sais plus quel, Marty, je crois, ou je ne sais plus lequel, avait dit, oui, Olivier Véran nous a dit, on lui a dit que le vaccin n'empêche pas la transmission. Il avait l'information, mais lui, il a dit, j'ai des contraintes politiques de faire vacciner tout le monde quand même pour rassurer la population, donc je vais mentir aux gens. Donc on arrive à des fusions incroyables de manipulation. Donc en fait, quand ils balancent ça, c'est incroyable. Et en plus, ce qui est bien, c'est que après, il y a les médias de qualité qui peuvent aussi se tromper sur le sujet. J'espère qu'on pourra en parler après. Ah oui, mais vous faites une magnifique transition, il est trop fort, sauf que je pensais sauter ce sujet, figurez-vous. Ah, parce mais que je l'aime bien, moi. Il est 8h11, Ah, dans 5 minutes, on a Patrick Legras pour parler d'autres sujets, et avec vous, chers amis. Et je voulais quand même qu'on parle de Marine Le Pen, non? Vous voulez dire un petit mot de Charles Lalonde, on y va. Alors on va regarder, parce que je sens que sinon il va pas être content. Voilà, on fait tout en 1 minute, chacun a 1 minute pour répondre, d'accord? On y va? C'est parti. Alors vous savez qu'il y a la commission parlementaire sur l'audiovisuel public, que le rapporteur de cette commission, Charles Lalonde, se fait allumer de toutes parts par les médias qu'on peut qualifier de gauche, notamment Libération, Le Monde Quotidien, France Inter. On a des images, par exemple, on voit la une de Libération qui s'en prend un rapporteur, il titre un rapporteur bien dans ses scandales. Et on voit toutes les attaques qu'on peut avoir de Libération contre Charles Lalonde. Il a parlé notamment, Charles Lalonde, de de la crédibilité scientifique, justement, qui est discutable, pour ne pas dire complotiste. Et c'est à ça que vous faisiez référence, Alexandre Langlois. Peut-être écouter cet extrait. Alors là, c'est la Libération. Vous pouvez voir, les amis, hein, c'est de la une c'est le dossier de Libération. Charles Lalonde, un rapporteur bien dans ses scandales. Il parle d'un rapporteur d'extrême droite et ils vont fouiller un peu dans son passé. Donc voilà, ça c'est pour montrer qu'évidemment, ils ne sont pas très contents de ce qui se passe. De Sarkozy, l'extrême droite, voilà, itinéraire d'un réac-chef. Et nos rédac-chefs, vous l'aurez compris, on est là-dessus. Voilà, c'est Libération. Ils sont dans leur qualité, on va dire, de titrage. Alors allons voir Charles Lalonde, la commission parlementaire, qui parle justement de médias qui n'ont pas forcément, même labellisés, qui n'ont pas forcément la vraie crédibilité. On regarde ça. Sur France Inter, Kevin Jean, qui est professeur à l'ENS, était invité de cette station. Il a expliqué que les violences faites aux femmes étaient corrélées au réchauffement climatique. Et selon lui, pour chaque degré de réchauffement climatique, il y aurait 5% de violences conjugales en plus. Alors cette thèse revient d'une certaine façon à déresponsabiliser les auteurs de violences faites aux femmes, en accusant d'une certaine façon aussi la météo pour justifier leurs crimes et délits. La thèse, vous en conviendrez, scientifiquement, est plus que contestable. Alors, au-delà de la crédibilité scientifique qui est discutable, pour ne pas dire complotiste, de ce genre de propos, est-ce que, selon vous, c'est le rôle du service public que de donner l'écho à ce genre de thèse ? La réponse a été... non, la réponse, c'est parce que c'est moi qui ai demandé de couper, parce que la réponse c'est « Ah, je n'étais pas informé du sujet, je vous répondrai ultérieurement dès que j'aurai regardé. » Voilà, oui, non, mais justement, je prenais sa voix. Non, mais ce qui n'est pas de peau pour un média aussi soi-disant labellisé, soi-disant parfaitement officiel et sponsorisé par la Macronie, d'aller dans des thèses discutables. Mais du coup, c'était juste pour répondre du coup, à ce que disait Macron sur la science et le complotisme. Ça tombe bien, exactement les pots employés par le rapporteur, avec des médias justement sur la qualité de l'information labellisée. Donc on peut se poser la question sur qui croire, comment croire, et voilà. Ouais. Et le même jour, au même moment, quasiment deux discours vrai, à l'opposé. Enfin, c'était le lendemain qu'il a fait ça. Mais... C'était un beau parallèle à faire. Bravo, Alexandre Langlois. Alors Régis, un petit mot là-dessus. C'est très grave cette séquence. J'ai vu passer sur les réseaux, puis j'ai été la voir. C'est classique, hein, c'est-à-dire qu'on a un soi-disant chercheur et qui transforme des corrélations en causalité. Donc, attention, il n'a pas dit météo, mon cher Alexandre, il a dit climat. Hein. 1%, 1 degré d'augmentation du climat, 1 degré où, comment, à quel endroit de la planète, enfin bon. Alors, Régis, si je peux te dire, la directrice de France Inter qui avait été interviewée a dit qu'on ne peut pas mentir sur le climat sur les stations France Inter et qu'on dit que la vérité. Donc, c'est pas de climato-sceptique ici. Ça, je veux dire, là, on peut souscrire à la thèse du réchauffement climatique, pourquoi pas. Bon, toujours est-il que là, lui, il dit, première donnée, réchauffement climatique tout à fait indiscutable. Et donc, il y a des études qui montrent que, parce que comme quand la température monte, on se tape dessus et on se massacre, c'est bien connu, à cause de la chaleur. Donc, on fait une étude et la corrélation, c'est que vous avez deux phénomènes qui ne sont pas liés entre eux, mais qui sont concomitants.
Ils sont pas liés entre eux. Il y a aucun lien de causalité, mais lui, il transforme cette corrélation en causalité. Et ça, c'est profondément et totalement anti-scientifique. Et en face de lui, deuxième catastrophe, la journaliste est absolument incapable de ne serait-ce que de poser une question, quoi. Donc, alors c'est pas vrai, Régis, elle a posé la question parce que c'est elle qui a dit, et en plus lui dit que ça augmente les violences, et elle a répondu, et même les violences conjugales, a priori, et là c'est elle qui remet une pièce dans le cochon pour qu'il balance sur les violences conjugales. Donc c'est encore pire. C'était préparé, tout ça a été préparé, mais voilà. Et ça, corrélation causalité, c'est quelque chose de profondément anti-scientifique, puis c'est tout. Alors, j'ajoute sur Aloncle. Oui. Aloncle, effectivement, il se fait bombarder, hein. Donc, mais c'est très clair. Il suffit de regarder qui le bombarde, comment est organisée la campagne pour voir que il est considéré comme un danger parce que l'outil médiatique va être un des outils. Alors ça y est, Castelnau il radote, il va encore nous parler du coup d'État en préparation, hein. Et donc, mais oui, parce que c'est Thomas Legrand, c'est Patrick Cohen qui ont dit nous c'est Glucksmann, puis on va taper sur Dati, et puis ci et puis ça. Donc ils se mettent en place jusqu'à notre Séraphin Lampion national, Xavier Bertrand, qui se dit tiens, pourquoi j'y retournerai pas? Donc si je donne des gages au macronisme, peut-être que je pourrais être intronisé parce que Glucksmann est vraiment trop nul et tout. Je l'appelle Séraphin Lampion parce que des assurances mondas pour le tintinophile que je suis, hein, c'est tellement lui, après c'est tellement pareil. Bien. Et donc il dit voilà, écoutez, il arrive dans l'arène politique, on n'entendait plus depuis très longtemps, hein, et heureusement d'ailleurs ça nous soulageait. Eh bien là, et quel sujet il prend pour revenir dans l'arène? Oh, l'extrême droite, l'horrible Charles Aloncle qui vient essayer de détruire la liberté d'information, tout simplement. Voilà. Bon, non, c'est très clair. Cette commission d'enquête gêne. Elle gêne le projet macroniste. Et n'oubliez pas qu'on a une chaîne avec une émission tous les jours à 18h. C'est Toxin Plus PLUS. Alors le lundi, vous retrouvez les sketchs de Laurent Firode. Bonjour, je suis Laurent Firode. Le mardi, vous retrouvez l'émission historique d'Éric Branca avec ce qu'il appelle les parts sombres de l'histoire. On apprend des choses vraiment passionnantes. Le RUPUNI n'est dans l'esprit de Monet qu'une étape vers ce fameux gouvernement mondial. Le mercredi, vous avez le RIC. Allez voir les débats animés par Fabrice Grimal. Il y a eu le service militaire, il y a eu les régions, l'audiovisuel public. C'est du débat et on vote sur Toxin. Là, au moins, on a le droit de voter. Je vous rappelle qu'avec le RIC Toxin, la France a rétabli la peine de mort, privatisé l'audiovisuel public et rétabli le service militaire. Et puis le jeudi, vous avez l'émission scientifique tenue par Alexandre Cugnache. Et le vendredi, Renaud Bochart, tout le monde sait. Alors Renaud Bochart, c'est notre chroniqueur pour les États-Unis. Et là, il organise des interviews qu'on prend le temps en plus de traduire. Allez voir aussi ces émissions qui vous permettront vraiment d'avoir un coup d'avance sur ce qui se passe aux États-Unis par rapport aux autres médias. Et enfin, la grande nouveauté, dimanche, vous retrouvez l'émission humoristique Le jour de Gouaille est arrivé. Parce que là, c'est nos limites dans l'humour. Vous allez voir, c'est du très très lourd.